Cette semaine, je vais me lancer un défi un peu particulier, c'est d'arrêter tous les écrans après le dîner. C'est pas quelque chose que j'ai envie de tenir pendant une semaine juste pour le défi YouTube et ensuite arrêter, c'est quelque chose que j'ai envie de tenir pendant des mois, potentiellement des années, et je pense que ça peut avoir un vrai impact. Je vais t'emmener avec moi toute la semaine, je vais essayer de trouver des occupations, des missions pour remplir mes soirées, je vais tout filmer. C'est parti pour le nouveau weekly vlog. Et ma première mission, ça va être de trouver une papeterie parce que j'ai besoin de quelques petits accessoires pour m'accompagner. Bon, j'ai pris pas mal de choses, je vais te montrer ça en arrivant. En attendant, elle est géniale cette librairie. Les libraires prennent le temps de lire les livres, de mettre des petits mots, de faire des petits avis personnalisés dessus. Et ça, c'est super important. C'est ce qui fait que les petits commerces ont encore un avenir. C'est ce genre de petites touches, personnelles, de l'humain en fait. Bon, par contre, il n'y avait pas beaucoup de bouquins business, mais ça, dans les petites librairies en France, faut pas s'attendre à grand chose de ce côté-là. Alors j'ai acheté un petit carnet, un stabilo parce que j'en avais plus, et le carnet en fait pour noter toutes les idées qui me viennent en tête quand j'ai pas accès à un écran, les idées de contenu, les idées de formation, les notes que je prends quand je suis en train de lire. C'est indispensable pour moi de pouvoir me vider la tête quand je suis en train de travailler. J'en ai profité pour prendre deux bouquins qui m'ont bien tenté. Celui-là qui s'appelle Humanité, une histoire optimiste, qui a l'air d'être assez intéressant. Alors j'aime beaucoup les livres sur la société, le problème c'est que la plupart des bouquins sur la société ou sur l'économie sont extrêmement pessimistes. C'est l'époque qui veut ça, on est dans une époque où les gens sont pessimistes et où pour vendre des livres, il faut écrire des titres complètement catastrophistes. Sauf que moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, ce genre de bouquins, ils ont tendance à me rendre morose et à me déprimer. J'ai besoin de me nourrir de discours optimistes. Ça veut pas dire que je veux pas voir la réalité. Je pense que si on regarde historiquement, les gens qui ont eu le plus d'impact positif sur l'histoire de l'humanité sont des gens qui étaient foncièrement, naturellement optimistes. Ensuite, j'ai pris ce bouquin. Tu connais peut-être le livre Sapiens. C'est un livre qui est excellent. Un livre qui te raconte un peu l'histoire de l'humanité. Le but de ce bouquin, c'est vraiment de te faire comprendre comment l'humanité en est arrivée à ce qu'elle est devenue, comment se sont créées les religions, comment est venue l'agriculture, tout ça, et c'est absolument fascinant. Et ils ont fait une version BD de ce bouquin-là. Je me dis, ça fait assez longtemps que je l'ai lu, j'aimerais bien le relire. Et en version BD, ça peut être assez sympa. Surtout que je vais probablement passer pas mal de temps le soir à lire. Il y a un moment où j'en aurai un peu marre de juste lire des mots, j'aurai envie de voir un peu des images. Donc voilà, je vais en profiter pour te montrer quelques bouquins qui ont tous plus ou moins changé ma vie. Alors j'en ai plus beaucoup des bouquins, c'est des bouquins qui ont survécu le grand ménage que j'ai fait il y a quelques mois, que j'ai fait d'ailleurs plusieurs fois ces dernières années. En fait, je me débarrasse de la plupart de mes possessions matérielles, bouquins, accessoires, matériel vidéo, parce que j'aime pas m'encombrer. Je pense que la valeur, elle n'est pas dans le papier d'un livre, elle est dans la connaissance et dans les actions qu'on fournit après l'avoir lu. Et donc j'essaye de pas trop m'attacher aux objets. Malgré tout, à chaque fois que je donne des bouquins, j'en garde quelques-uns. Ce bouquin dont tu as probablement déjà entendu parler si ça fait un bout de temps que tu es dans le marketing en ligne, ça s'appelle The 4-Hour Workweek, la semaine des 4 heures de Tim Ferriss. C'est un bouquin qui a changé la vie d'énormément de gens et c'est un bouquin notamment que je me souviens avoir relu à l'époque où je faisais un stage, c'était mon stage de 2e ou 3e année d'école de commerce. Je travaillais dans une entreprise qui vendait des piscines sur internet et je faisais du support client. C'était vraiment un stage de merde. Il faut s'imaginer tout à quoi peut ressembler un stage de merde. Bah, c'était ça, toute la journée à faire un boulot ingrat, à se faire mal parler par les clients, à se faire exploiter par le boss, à relations pourries avec les autres stagiaires. Bref, à ce moment-là, j'étais en train de lire ce bouquin. C'est un bouquin sur la liberté. Et j'étais en train de me dire un jour j'aurai cette liberté-là. C'est ce que je vais essayer d'avoir et je vais tout faire pour l'avoir parce que j'ai pas envie de vivre cette vie-là pendant le reste de mes jours. Donc je me suis inspiré de ce bouquin, je me suis battu, j'ai construit mon truc et ça a fini par marcher. Un deuxième bouquin qui m'a beaucoup apporté, c'est un bouquin, tu vois, il commence à être assez usé tellement je l'ai feuilleté, de Darren Hardy qui s'appelle The Compound Effect. En français, il a été traduit en français. Tous ces bouquins-là existent en français. Donc en français, c'est l'effet cumulé et c'est un bouquin qui te parle de la puissance des habitudes et de comment une habitude répétée jour après jour peut se transformer en un véritable changement de vie ou un succès absolument phénoménal. Ensuite, c'est un bouquin d'Antoine de Maximi qui s'appelle Avant d'aller dormir chez vous. Si tu connais pas Antoine de Maximi, c'est un mec génial, c'est le gars qui fait l'émission J'irai dormir chez vous.
l'océan Pacifique, les plages. Et en fait, moi, je suis au Nicaragua. C'est un gars qui faisait des vlogs avant l'heure, hein, puisque déjà, je crois en 2005 ou 2006, il tournait ses vidéos de voyage où il allait comme ça chez les gens. Il avait des petites caméras comme ça accrochées un peu partout sur lui pour se filmer, pour filmer son voyage. C'est un gars qui est plein de créativité, qui incarne la liberté et qui a incarné la liberté dans sa vie d'une manière absolument extraordinaire. Je me retrouve énormément dans son caractère, dans ce qui lui fait envie, dans ce qui lui plaît. C'est un vrai aventurier comme on n'en fait plus. Il s'appelle Antoine de Maximi et il a fait un bouquin qui s'appelle Avant d'aller dormir chez vous, que je te recommande chaudement. Et enfin, un dernier bouquin qui m'a énormément impacté au moment où je l'ai lu, qui s'appelle No More Mr. Nice Guy, qui a été traduit en français aussi par un titre un peu pourri qui s'appelle Trop gentil pour être heureux. Et en fait, c'est un bouquin pour les mecs qui ont toujours eu un peu de mal à s'affirmer, qui ont toujours eu un peu de mal à s'assumer dans leur masculinité et qui peuvent ressentir une forme de fragilité vis-à-vis de ça. Voilà, c'est un bouquin qui est très bien écrit d'ailleurs, hein, avec les mots justes. Je trouve que voilà, il y a des auteurs qui arrivent vraiment à trouver les mots justes, à mettre des mots sur tes sentiments, sur des douleurs que tu vis. Et Robert Glover a vraiment réussi à le faire. Donc j'aime énormément ce bouquin, j'aime énormément cet auteur. Évidemment, il me reste d'autres livres dans la bibliothèque, mais je te les montrerai un autre jour. En attendant, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des bouquins qui ont changé ta vie, des bouquins qui ont une place très importante dans ton cœur. L'objectif du défi que je me lance, c'est aussi de retrouver goût à la lecture. Il n'y a rien de mieux qu'un bon bouquin passionnant dans lequel tu te plonges pendant plusieurs heures. Le problème, et je pense que je ne suis pas le seul à connaître ce problème, tous les gens qui ont grandi avec Internet connaissent ce problème, les gens qui travaillent aussi sur Internet connaissent ce problème. Le problème, c'est que mon attention baisse. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus j'ai du mal à passer du temps sur un format long. Et quand je vais me mettre à lire un bouquin, je vais peut-être lire 10 pages, 15 pages. Et généralement, au bout d'une demi-heure, je suis distrait, je passe à autre chose. Et j'ai de plus en plus de mal aussi à me plonger dans des bouquins un peu plus techniques, un peu plus classiques, avec un vocabulaire un peu moins simple que ce qu'on peut trouver dans les livres modernes. Malgré ça, j'ai bien conscience que l'essentiel du savoir et des grandes idées se trouve dans des bouquins qui n'ont pas forcément été écrits la semaine dernière. Et donc, je ne veux pas me priver de ce puits de savoir-là. J'ai pas envie de m'arrêter de lire sous prétexte que j'en suis plus capable. J'ai pas envie de laisser cette addiction aux écrans me pourrir la vie. Et c'est une des raisons pour lesquelles je mets en place ce défi. Je m'imprime aussi des articles pour ce soir. Comme ça, j'aurai des livres et des articles à lire. Ok, il est 20 h, j'éteins mon ordi, je coupe mon téléphone. Je mets tout ça dans le placard là, qui est derrière moi, comme ça je suis pas tenté. Et je commence ma soirée tranquillement. Si tu te demandais pourquoi Pipa a un slip, c'est parce qu'elle a ses chaleurs en ce moment, donc elle perd du sang. C'est le seul moyen pour qu'elle soit dans le salon, sur le canapé, avec moi. Alors ça te paraît peut-être un peu radical de supprimer complètement les écrans et de s'interdire d'y toucher, mais je sais que si je le fais pas, en fait il y a un moment, même si je suis dans un bon livre et que je suis en train de passer du temps de qualité, il y a un moment simplement où je vais le prendre par réflexe. Et donc le fait de me dire non c'est interdit, tu n'y touches pas, en fait paradoxalement je le vis comme une sorte de libération parce que j'ai le sentiment d'avoir tout mon temps, j'ai le sentiment d'avoir rien de mieux à faire que de me plonger dans un bon livre. Et donc j'ai pas cette espèce de fear of missing out, de FOMO dans ma tête qui me dit t'es peut-être en train de rater un truc qui se passe sur internet. Il y a quelque chose d'assez libérateur et de jouissif. Il est 9h30, j'ai passé 1h30 là, à lire la petite BD sur Sapiens, très sympa. Le problème c'est que maintenant je commence à fatiguer. Il y a un moment où il faut juste que je fasse autre chose et c'est ça qu'on va essayer de faire les autres jours de la semaine, c'est trouver des activités, notamment des activités manuelles. Et en attendant aujourd'hui, je pense que je vais simplement m'écouter un peu la radio, puisque je peux écouter la radio, ça ne nécessite aucun écran. J'ai juste à dire, dis Siri, mais France Culture. D'accord, voilà France Culture. Ce soir, des violences qui ont marqué l'actualité récente avec plusieurs morts d'adolescents et d'adolescentes. On va essayer notre radio, mais Europe 1. La paix. Ce qui compte pour être bien chez soi, ce n'est pas le temps qu'on y passe. Mais RTL. Ford. Pour les artisans, les commerçants et tous les entrepreneurs qui nous permettent d'avancer. Mais France Inter. Mais BFM Business. Mais de la Bossa Nova. C'est autre chose.
sais, je crois pas que le problème ce soit les écrans en soi. Je pense que le problème c'est l'ennui. Alors, tout le monde n'est pas concerné. Mais pour les gens qui ont ce problème, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste habitués en fait à ce que l'activité par défaut, quand ils ont rien à faire, c'est d'ouvrir le laptop ou de sortir leur téléphone. Et c'est leur téléphone ou c'est leur ordinateur avec internet qui va leur donner une occupation. C'est-à-dire, tu sais pas quoi faire, tu vas sur Facebook, tu vas cliquer sur un lien, hop, ça va te donner une activité facile sur un plateau. Tu sais pas quoi faire, tu vas sur YouTube, hop, il y a une nouvelle vidéo, tu cliques dessus, tu sors ton téléphone, tu ouvres ta boîte mail, et chaque mail est une nouvelle tâche ou une nouvelle source de distraction, et en fait, on a oublié qu'il fallait fournir un effort en fait pour trouver des distractions, pour trouver comment s'occuper. On a oublié qu'il fallait s'organiser. On a tellement l'habitude en fait de se faire servir nos distractions sur un plateau que ça nous demande maintenant un effort désagréable en fait de devoir se poser à une table et se dire ok, qu'est-ce que je vais faire de ma journée, qu'est-ce que je vais faire de mon dimanche, qu'est-ce que je vais faire de ma soirée. Mais comment ils faisaient les gens avant? Ils n'avaient pas peur de voir le temps filer entre leurs doigts. Le temps n'était pas une denrée rare et précieuse comme on a l'impression que c'est aujourd'hui. On a l'impression que chaque seconde doit être optimisée, tout doit aller très vite. Le fait de se couper les écrans, c'est aussi une façon de se réapproprier son temps et de se dire le temps que je passe à rien faire, à me balader dans la rue, le temps que je passe à discuter avec mon conjoint, ma conjointe ou à jouer avec mes enfants, c'est pas du temps perdu. C'est du temps de qualité. J'ouvre un bouquin au hasard sur mon étagère, j'ouvre un album photo, j'allume une radio au hasard, j'écoute une émission qui m'intéresse pas jusqu'à ce que j'y trouve un intérêt. Si je me trompe pas, et je vais pas pouvoir aller vérifier sur Google, il y a un mot, ce mot-là, c'est sérendipité. Je crois que ça veut dire justement se confronter à des petits hasards de la vie. C'est-à-dire laisser la vie nous surprendre. Allumer une radio au hasard et rentrer dans un show même si on l'a pas choisi, même si on n'est pas allé le chercher. Aller dans une bibliothèque ou une librairie, prendre un livre qui a une couverture sympa. En fait, la sérendipité, c'est quand on n'a pas peur de perdre son temps. Et qu'on est d'accord, en fait, pour tester des choses qui, à la base, ne nous intéressent pas forcément. On est d'accord pour passer du temps sur des choses qui peuvent paraître un peu ennuyantes ou sur des activités manuelles, à parler de la météo, du temps qu'il fait. En fait, je pense que tout ça, c'est important pour pas s'épuiser le cerveau, en fait, devant des écrans. Et quand je dis devant des écrans, je parle pas forcément de simplement scroller sur Instagram ou de binge-watcher des séries Netflix. Moi, c'est pas vraiment quelque chose que je fais beaucoup sur les écrans. Moi, ce que j'aime sur les écrans, c'est les réponses. Sur les écrans, on trouve les réponses à toutes nos questions. On a le moindre problème, on peut faire des recherches, trouver des réponses. C'est une fenêtre ouverte. Et c'est ça, moi, qui me fascine avec les écrans, c'est que je suis quelqu'un de très curieux. Et les écrans m'apportent un flot d'informations continues, extrêmement vaste. Et donc, quand je me retrouve devant un écran, j'ai l'impression qu'il y a 1 milliard de trucs à faire. Sauf que finalement, qu'est-ce que je fais? Je regarde des vidéos YouTube, je scrolle un peu sur Facebook, je fais quelques recherches, et à la fin de la journée, je me sens pas très bien. Ça va pas m'aider à passer une bonne soirée, ça va pas m'aider à passer une bonne nuit. L'expérimentation que je fais, bon, ça n'a rien d'incroyable, hein, il y a plein de gens qui vivent ça tous les jours, mais à mon avis, des gens de ma génération, il y en a pas tant que ça. Et si je le vis, cette expérimentation, c'est justement pour en tirer mes propres conclusions, parce que là, pour l'instant, j'ai plein de théories là-dessus. Je sais pas si ces théories se valident. Et là, je commence à être fatigué, en fait. Le fait de pas avoir ces écrans, cette lumière bleue et cette stimulation intellectuelle intense dans les yeux toute la soirée, en fait, j'ai presque envie d'aller me coucher. Bon, j'ai lu un chapitre, mais je peux te le dire, il est super, ce bouquin. Il est très très bien écrit, super fun à lire. J'aime beaucoup comment l'auteur tease son idée. J'aurais à te lire un petit extrait, c'est aussi la 4e de couverture du bouquin. Ce livre porte sur une idée radicale. C'est une idée qui angoisse les puissants depuis des siècles. Une idée contre laquelle les religions et les idéologies se sont battues. Une idée dont les médias parlent rarement et que l'histoire semble sans cesse réfuter. En même temps, c'est une idée qui trouve ses fondements dans quasiment tous les domaines de la science. Une idée démontrée par l'évolution et confirmée par la vie quotidienne. Une idée si intimement liée à la nature humaine qu'on n'y fait souvent même plus attention. Si nous avions le courage de la prendre au sérieux, cela nous sauterait aux yeux. Cette idée peut déclencher une révolution. Elle peut mettre la société sans dessus-dessous. Si elle imprègne véritablement notre cerveau, elle peut même devenir un remède qui change la vie, qui fait qu'on ne regardera jamais plus le monde de la même façon. L'idée en question, la plupart des gens sont des gens bien. Et j'adore un bouquin qui essaie de me convaincre d'une idée impopulaire. Il n'y a rien qui me séduit plus. Et c'est pas tous ces prophètes de la fin du monde et tous ces petits chevaliers de l'apocalypse qui dominent aujourd'hui très largement le paysage médiatique qui va me donner envie de lire leur bouquin. Par contre, un gars qui ose dire ce que personne ne dit et qui réussit à le prouver avec intelligence et avec bon goût, j'adhère. J'adhère à fond. Bon, il est 23h. Finalement, j'ai passé ma soirée dans mes bouquins. C'était passionnant. Et maintenant, je vais aller promener Pipa. On va se promener, Pipa? Et je vais aller au lit, tout simplement.
On est mardi, et ben finalement j'ai pas si bien dormi que ça, je me suis endormi assez tard. Aujourd'hui le programme c'est de créer une offre, faire un mail pour vendre cette offre. J'ai aussi une interview. Je commence par un petit exercice de visualisation. Donc imagine tu reçois une notification sur ton téléphone, ça n'arrête pas, ton téléphone vibre toutes les 10 minutes et à chaque fois que tu le regardes, tu te sens fier et accompli. Donc là ça crée une intrigue, on a envie de savoir pourquoi. Et en fait j'explique ensuite que ces notifications, c'est en fait des notifications de nouvelles ventes. Ensuite, je raconte une petite histoire. J'explique qu'il y a quelques années, j'y connaissais pas grand-chose au web et je pensais qu'il fallait percer et être connu. Et ça, c'est jusqu'à ce que je découvre le marketing. Donc là, j'introduis le protagoniste, le marketing, le vrai, l'art de convaincre, de séduire. J'essaie de l'introduire avec un vocabulaire assez noble. J'explique pourquoi le marketing, c'est une solution. Ensuite, je parle du problème avec les façons traditionnelles d'enseigner le marketing et que finalement, comme j'ai vu que personne n'enseignait le vrai marketing, le marketing qui rend libre, j'ai choisi de le faire moi-même et c'est comme ça que j'introduis mon offre. Je termine ensuite en mettant une petite bullet list, une liste voilà ce que ça va être et une liste voilà ce que ça va pas être. Et quand la personne clique, ça ouvre simplement la page avec le code de réduction. Ce genre d'email, je peux te le dire d'expérience, ça fait généralement un maximum de ventes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 80% du travail, il n'est pas dans l'écriture d'un email comme ça. 80% du travail, c'est tous les contenus que tu crées pour construire une relation, un lien avec ton audience. Ouais, alors je pense déjà il y a un truc qu'il faut vraiment savoir sur YouTube, c'est que YouTube ne peut pas être un side project. Tu peux pas, et c'est pour ça que tant de marketeurs se cassent les dents sur YouTube, c'est parce que on veut le traiter comme un truc en plus. Genre on va bâcler 15 vidéos en un dimanche et on va essayer de les programmer, puis après on va s'étonner qu'on n'ait pas 100 000 abonnés. Ça marche pas comme ça. Les youtubeurs qui font des centaines de milliers de vues, c'est leur boulot, ils pensent qu'à ça du début jusqu'à la fin de la journée, c'est leur obsession. Tu prends des gens comme Marketing Mania, ils ont fait le job. Ils ont fait le job de dire ok, moi je prends YouTube au sérieux, je vais faire des vidéos de 40 minutes super chiadées, tout est scripté mot à mot, tout est monté, le montage il prend une semaine, il a une équipe qui l'aide, enfin voilà, il s'est investi énormément dedans, c'est comme ça qu'il a réussi à atteindre ce palier-là. Et moi, la raison pour laquelle j'ai acquis beaucoup d'abonnés, c'est parce que pendant des années, j'ai fait une vidéo par jour, je faisais des vlogs, je filmais mes journées et je mettais toute mon attention dessus. YouTube, c'était mon business principal. Et le jour où j'ai mis un peu de côté YouTube pour me mettre à faire des podcasts, pour me mettre à faire ensuite des emails, et que c'est devenu un projet secondaire, ma chaîne YouTube s'est complètement effondrée. Et aujourd'hui, ça commence à reprendre parce que je me suis remis dans ce truc-là de j'ai envie de faire des belles vidéos YouTube, ça fait partie des choses qui me font plaisir, j'ai envie de faire quelque chose de vraiment bon et pas simplement que ce soit la 4e roue du carrosse de ma stratégie internet en mode oui, il faut que je fasse 15 vidéos le dimanche et puis ensuite que je les programme. YouTube est une addiction monstrueuse. Quand tu te perds dans les statistiques YouTube, que tu regardes, que tu commences à comparer toutes tes vidéos et tout, ça devient une addiction monstrueuse. Donc à mon avis, si ton obsession numéro 1 c'est la croissance sur YouTube, tu as plus de chances en tout cas d'atteindre cet objectif-là. Mais si ton objectif numéro 1 est les ventes, il n'y a pas forcément de raison d'être obsédé par l'hypercroissance sur YouTube parce que c'est même pas forcément ça qui va t'apporter le plus de ventes. Voilà, l'interview avec Ludovic est terminée. Je t'invite à aller la voir si elle est sortie, je te mets le lien en description. Ludovic Barthélémy, c'est un gars qui était sur le web bien avant moi, qui vendait déjà des formations en ligne en 2007. Moi en 2007, j'étais à l'école primaire. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui fait du bon boulot. À Paris, il fait peut-être pas beau tous les jours, mais quand il fait beau, on est content. Les gens qui rêvent d'aller dans un pays où il y a du soleil tout le temps, ils se rendent pas compte que c'est justement parce qu'il y a du soleil tout le temps qu'on n'en profite plus. Le plaisir, il est dans le contraste. Le plaisir de manger est dans le contraste avec la faim qu'on avait avant. Et le plaisir de profiter du soleil, il est dans le contraste avec tous les jours de pluie qu'on s'est tapé avant. Donc là, je kiffe, c'est bien. Quelle belle journée. Alors hier soir j'ai pas filmé, j'ai quand même tenu le défi évidemment. J'ai eu un invité qui est venu dîner à la maison, qui est reparti à 21h. Et là c'était le moment un peu difficile parce que j'ai l'habitude après le dîner de me poser tranquillement devant ma télé, de regarder des vidéos. Donc là j'ai dû me forcer un peu, j'ai ressorti mon bouquin. Et ensuite j'ai lu mon bouquin. Alors j'ai eu de la chance quand même cette semaine de tomber sur un bouquin qui m'intéresse beaucoup. Donc finalement le temps passe assez vite. Ce soir j'ai un autre programme de prévu.
jour de tournage aujourd'hui sur l'île Saint-Louis. L'autre jour, en me baladant sur Google Maps, je me suis rendu compte qu'en Amérique du Sud, c'est en plein milieu d'un endroit où je suis jamais allé, que je connais pas du tout, et j'ai mis un petit favori. Et donc curieux, qu'est-ce que je fais? Je me rapproche et je me dis mais j'ai aucun souvenir d'avoir mis ce favori sur ma carte. Je sais pas quand est-ce que je l'ai fait, je sais pas pourquoi je l'ai fait, et je sais pas si c'est un endroit bien ou pas. Alors je décide de cliquer dessus, et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il s'agit d'une plage. La plage Manuel Antonio. Et là tout de suite, j'ai mon cœur qui s'accélère, parce que moi les plages, j'adore ça. C'est l'endroit où j'ai le plus d'inspiration, c'est les endroits où j'ai filmé mes meilleures vidéos, c'est les endroits où je me sens le mieux. Putain, c'est l'éclate! Et donc je suis allé sur Google et j'ai tapé Manuel Antonio Beach, et sur quoi je suis tombé? Sur cette photo. Et à l'instant où j'ai vu cette photo, je me suis dit, Antoine, il n'est pas question que tu n'ailles pas vérifier de tes yeux si la réalité est aussi belle que la photo. Donc j'ai pris la décision de me faire un petit voyage au Costa Rica. Alors je sais pas si je vais aller m'enfoncer dans la jungle amazonienne. En revanche, aller me prélasser sur les plages magnifiques donnant sur le Pacifique, c'est pas quelque chose que je refuse. Je sais pas comment on y accède, je sais pas combien ça va me coûter, je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je vais aller sur cette plage et je vais t'emmener avec moi parce que le prochain voyage que je fais, il n'est pas question que j'emmène pas ma caméra. Je vais évidemment l'emmener, je vais évidemment continuer mes weekly vlogs parce que ça n'aurait aucun sens d'arrêter mes vlogs au moment où je fais un voyage aussi beau qu'un voyage sur cette putain de plage. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que je vais partir au Costa Rica, je vais emmener cette photo, je vais trouver cet endroit et tu vas me voir en vidéo me balader ici. Alors je précise évidemment que le pays est ouvert aux touristes, il n'y a même pas besoin de test PCR, je vais quand même en faire un par acquis de conscience, mais les restos sont ouverts, les bars sont ouverts, les moyens de transport sont ouverts, les hôtels sont ouverts, donc il devrait y avoir aucun problème pour voyager là-bas. Si tu t'intéresses au format vlog, j'aurais te présenter deux vlogueuses. La première, c'est une américaine qui s'appelle Janelle Eliana. I'm Janelle and I live in a van with my pet snake, Alfredo. Elle a créé tout un univers avec son serpent, avec son van bleu qu'elle a aménagé elle-même. Elle a vraiment créé un truc sur YouTube. Et ce que j'adore avec cette vlogueuse, c'est qu'elle fait des vidéos à l'iPhone. Elle a 2,47 millions d'abonnés. Il n'y a pas une grosse production technique derrière et c'est réussi parce qu'elle est créative. La deuxième vlogueuse que je voulais te montrer, alors ça je suis sûr et certain que tu la connais pas, elle s'appelle Middle Age Minx. C'est une présentatrice de radio britannique qui a lancé son vlog et elle a une particularité, c'est son âge. Là par exemple, son dernier vlog s'appelle J'ai de l'asthme. I am going to get the name of that Chinese soup from George's dad. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai halluciné parce que j'avais jamais vu une dame de cet âge faire un vlog. Encore une fois, le vlog, c'est pas un format comme les autres pour moi. C'est un format qui permet d'incarner une vision de la vie, ta vision de la vie, ta propre vision de la vie. Et donc, voir des gens, en fait, de tous les âges, qui n'ont pas de grandes compétences en production, qui se lancent dans ce format-là et qui arrivent à avoir de bons résultats, c'est génial parce qu'en fait, ça montre que ce qui compte, c'est la vision que tu promouvois et comment est-ce que tu promouvois cette vision. C'est ça qui me plaît avec YouTube encore aujourd'hui, c'est que tu peux réellement faire ce que tu veux et réussir sur YouTube et te faire connaître sur cette plateforme et développer une audience de fans, même si c'est pas une audience énorme, peu importe ton âge, peu importe ton physique, peu importe d'où tu viens, il y a une place pour toi. Et c'est ça qui est beau. Ce soir, c'est soirée peinture. La dernière fois que j'ai peint, c'était en cours d'art plastique. Et pour ça, je vais m'inspirer de ce modèle. Alors cette photo, c'est une vue aérienne de la plage de Lima au Pérou. C'est moi qui l'ai prise avec mon drone quand je suis allé au Pérou, ça devait être il y a 3 ou 4 ans. Je vais essayer de reproduire plus ou moins ça avec une espèce de touche artistique. Alors je le répète, hein, je sais pas dessiner, je sais pas peindre, on s'en fout, c'est pas un concours.
mon ciel, on dirait même pas un ciel en fait, on dirait que j'ai pris le rouleau à peinture et que j'ai étalé. Maintenant il me reste le plus difficile, c'est la côte avec les petites lumières. Faut que je fasse ça. En vrai c'est pas si mal, hein. Ça ressemble pas du tout à la photo, mais c'est pas désagréable à regarder, on va dire. On remarque même pas forcément que c'est une ville, on dirait que c'est un volcan. Je pense que la mer et le ciel, on comprend un peu ce que c'est, mais la terre, c'est assez louche. Beaucoup de gens rêvent de créer du contenu et de vivre de leur passion. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à s'exprimer. Ils ont du mal à s'exprimer en vidéo, ils ont du mal à s'exprimer à l'écrit. Et en fait, c'est tout à fait normal, hein. Au passage, la plupart des gens détestent écrire. On a le sentiment que c'est une tâche en plus. Si tu écris des emails à ton audience, la façon la plus simple de les toucher avec ton discours, c'est d'écrire de la même manière que tu parles. Il n'y a pas besoin d'être un littéraire. Et je sais que quand on sort de plusieurs années d'école française où on nous apprend que la littérature c'est la seule façon d'écrire, ou que c'est écrit pas comme Émile Zola ou Victor Hugo, c'est même pas la peine d'essayer, c'est très difficile ensuite de se motiver et de se convaincre qu'on a la capacité d'écrire des emails qui vendent ou d'écrire des articles de blog qui fonctionnent. C'est pour ça qu'il faut désapprendre et repartir de zéro en disant ok, comment est-ce que je m'exprimerais si j'expliquais ce sujet-là à un ami et que j'avais très envie de le convaincre. Tu parles comme tu t'exprimerais à un ami. Et ensuite, tu retranscris ça mot à mot sur le papier, et seulement à la relecture, tu essaies de formater un peu le texte pour que ce soit plus lisible et plus joli. C'est exactement pareil en vidéo. J'ai rencontré tellement de créateurs de contenu qui sont des gens super intéressants, des gens avec des tas d'idées, des gens parfois avec un charisme. Le problème, c'est que à l'instant où je clique sur play pour regarder ce qu'ils font sur YouTube, c'est pas la même personne. D'un coup, tu les vois qui se raidissent, qui parlent avec une voix beaucoup moins assurée, qui prennent une attitude un peu corporate et qui perdent en fait tout leur charme et tout leur charisme naturel. Et le problème, il est là. Le problème, il est qu'on se comporte pas de la même manière quand on est face à une caméra et quand on est face à un être humain. Et c'est pour ça que les journalistes, par exemple, qui conduisent des interviews pour des reportages, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent en face de l'interviewé. Ils braquent une caméra sur eux et ils disent à l'interviewé « Ne regardez pas la caméra, regardez-moi ». Et ça permet à la personne en face, ça permet à l'interviewé de s'exprimer normalement. Pas s'exprimer comme un présentateur de télé qui a un espèce d'ustensile de ménage coincé dans les fesses, mais s'exprimer comme un humain qui parle à un autre humain. Parle à une caméra comme tu parles à un ami. C'est ça la solution pour se décomplexer, c'est ça la solution pour faire du bon contenu, c'est ça la solution pour créer un personnage qui est sympathique. Personne te demande que ce soit parfait. Ce que les gens veulent, c'est toi. On est jeudi, je commence à m'y faire de pas regarder d'écran le soir. Hier ça a été assez difficile parce que j'ai fait une insomnie, je me suis endormi très tard. Et la bonne nouvelle, ça n'a rien à voir, mais la bonne nouvelle c'est que on est en train de concurrencer Netflix. Regarde les commentaires que je vois en dessous de mes vidéos. Et ça franchement ça fait plaisir parce que ces vlogs, toi tu le vois peut-être pas mais c'est beaucoup de travail. C'est énormément de montage vidéo, je filme beaucoup de choses, je coupe beaucoup de choses. Et tant qu'on en est à lire les commentaires, je voudrais répondre à un commentaire parce que dans le dernier vlog je t'ai expliqué que je n'avais plus d'appartement. J'allais devoir rendre cet appartement dans 3 mois parce que le propriétaire a décidé de le récupérer pour ses besoins personnels. Et donc on m'a posé la question, pourquoi est-ce que tu n'achètes pas l'appart de tes rêves à Paris ? Alors moi je suis locataire et c'est parce que je suis locataire que je peux m'offrir un appart comme ça. L'appart dans lequel je vis aujourd'hui, je suis dans l'hypercentre de Paris, c'est un appart que je ne peux pas acheter en l'état maintenant. Pourquoi ? Parce que je suis entrepreneur depuis 5 ans, j'ai créé ma société il y a seulement 3 ans, quand on y réfléchit, avant j'étais auto-entrepreneur. Et donc pour l'instant, pour moi aujourd'hui, c'est difficile encore de contracter un prêt qui me permet d'avoir un appartement de ce standing. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas acheter, ça veut dire que si j'achète, je vais devoir baisser en standing. Et comme je te l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est important pour moi d'avoir une bonne qualité de vie. Parce que chez moi, c'est pas seulement là où je dors, c'est aussi là où je vis, c'est là où je passe mes journées, c'est là où je travaille, c'est là où j'écris, c'est là où je filme. Donc j'ai besoin d'être concentré, j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de sentir que je suis dans un environnement inspirant. Donc je préfère payer un loyer cher, je vois ça comme un investissement,
parce qu'ensuite je travaille dans cet appartement, plutôt que d'acheter un appartement qui serait 2 ou 3 fois moins bien, simplement pour pas avoir de loyer à payer. Donc aujourd'hui, je suis locataire. Ça ne veut pas dire que je veux rester locataire toute ma vie. J'aimerais bien avoir mon petit chez moi, pouvoir stocker mes affaires, pouvoir avoir mon petit bureau, faire des travaux, installer un peu tout comme j'en ai envie. J'aimerais bien ne pas avoir de loyer à payer parce qu'un loyer dans un appart comme ça fait mal. Et j'aimerais bien avoir cet investissement parce qu'un appartement dans le centre de Paris, globalement, ça a peu de chances de perdre de la valeur. Donc oui, j'ai envie d'être propriétaire. Le problème, c'est que là, j'ai moins de 3 mois pour quitter cet appartement et 3 mois pour contracter un prêt, pour trouver l'appart de mes rêves et pour emménager, c'est pas suffisant. Donc là, ce qu'on va faire pendant ces 3 prochains mois, c'est qu'on va chercher un appart dans lequel on va vivre en tant que locataire pendant encore quelques mois ou peut-être quelques années. Et quand on sera dans le nouvel appart, là, on va commencer à chercher à acheter. Pour l'instant, mon argent, je ne le place pas dans l'immobilier. Je ne suis pas particulièrement intéressé par l'immobilier. Ce n'est pas un domaine dans lequel j'ai beaucoup de compétences. Ce n'est pas un domaine qui m'attire particulièrement. C'est quand même beaucoup de travail de gérer des biens immobiliers. Moi, j'ai déjà un business. Je n'ai pas envie d'en avoir un deuxième. Je ne compte pas bâtir un empire immobilier. C'est juste pas mon truc. Je laisse ça à d'autres. Mon argent, si je le place, c'est en bourse parce que la bourse, ils travaillent tout seuls. Ils n'ont pas besoin de toi. Et si j'achète un bien immobilier, c'est soit pour m'en faire un bureau, soit pour vivre dedans, soit pour une résidence secondaire. En gros, c'est pour le kiff parce que tu as dû le comprendre dans ma vie. Être dans des endroits inspirants, c'est important pour moi. Ça compte. Un truc que j'avais pas pu te dire avant parce que c'était encore en cours, c'est que j'ai eu un contrôle fiscal. Au début, j'avoue que c'était un peu la panique, hein. On savait pas trop comment on allait gérer ça. Si j'avais été tout seul, je pense que ça aurait été très compliqué. Heureusement, j'ai une équipe qui a pu m'aider. Et le résultat, c'est 8 000 € à payer. Alors pas de ma poche, mais de la poche du fisc pour nous. Parce qu'en fait, on avait payé un peu trop de TVA. C'est eux qui ont dû se régulariser. Moi, à la base, j'ai jamais été très rigoureux avec les chiffres, avec la compta, avec ce genre de trucs. Mais heureusement, je me suis entouré de personnes qui le sont. Et donc, c'est eux qui m'ont forcé à faire gaffe à mes dépenses, à avoir une facturation qui est propre, à toujours récupérer des factures, etc. Alors, si tu gagnes 200-300 € sur Internet, tu n'auras probablement pas de problème. Si tu commences à gagner des sommes à plus de 3 chiffres, fais très attention à bien être en règle sur les impôts, sur la compta, sur toutes ces choses-là. Parce que en France, et dans la plupart des pays d'ailleurs, on rigole pas avec ça. Faut pas oublier que les impôts, c'est quand même la première source de revenus des pays. Donc ils prennent ça très au sérieux, de plus en plus d'ailleurs. Et parfois c'est du pénal, hein, donc ça peut aller jusqu'à des peines de prison. Je sais qu'on est beaucoup, notamment chez les créatifs, à avoir une sorte de phobie administrative, à pas avoir envie de prendre ça très au sérieux parce que c'est extrêmement complexe. C'est important de s'entourer par des experts et par des gens qui nous permettent d'être en règle. Et plus ton business marche, plus tu gagnes d'argent, plus tu risques gros. Donc déconne pas avec ça. Salut, moi je m'appelle Shayman, j'ai 16 ans et je voulais juste poser une question, c'est par rapport à la crédibilité. Parce que j'ai une chaîne YouTube où j'essaye un petit peu de faire de la vulgarisation scientifique un petit peu entre guillemets sur le futur. Et le fait que j'ai 16 ans, etc., donc je passe vraiment énormément de temps à faire des recherches, à trouver les bonnes sources, etc. Mais j'ai l'impression que mon âge me décrédibilise un peu, en fait. Antoine, j'espère que tu vas bien. J'ai déjà une audience, j'ai 16 ans, et ma question c'est, est-ce que c'est possible que je lance des formations ou du coaching dans mathématiques malgré mon âge? Bonne journée. Bon bah c'est drôle, j'ai reçu 2 questions de 2 personnes qui ont 16 ans et qui me demandent si c'est pas un souci pour leur crédibilité et s'ils peuvent espérer commencer à gagner de l'argent à cet âge-là. Alors en France, on n'est pas vraiment incité à commencer à travailler jeune, à commencer à travailler tôt. On a même plutôt un peu une aversion pour ça. On pense qu'à 16 ans, il faudrait surtout pas essayer de gagner de l'argent, surtout pas se pervertir en montant un business et en essayant au malheur de créer de la valeur pour le monde. À 16 ans, on devrait être bien sage, rester à l'école, étudier. Évidemment, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je me suis lancé quand j'avais 17 ans. À 17 ans, je te garantis qu'il n'y a personne qui te motive à te lancer, à créer ton entreprise, à commencer à gagner de l'argent sur Internet. C'est un chemin qui est solitaire. Pourtant, 16 ans, c'est un excellent moment pour se lancer. On est ambitieux, on a du temps libre, on n'a rien à perdre et on a une audace de débutant. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore grand-chose à notre business, on ne connaît pas encore grand-chose à la vie et ça nous donne une sorte de soif d'avancer, d'apprendre et ça nous immunise souvent contre la peur d'être ridicule ou contre la peur de l'échec parce que
on ne sait pas à quoi ça ressemble l'excellence quand on a 16 ans. Et donc comme on ne sait pas à quoi ça ressemble l'excellence, on est souvent moins complexé par soi-même. Et moi quand je regarde mes premières vidéos, oui, ces vidéos que je faisais quand j'avais entre 17 et 20 ans, j'en suis pas fier. Et je me dis qui est le malade qui m'a laissé mettre ça sur Internet, qui m'a laissé afficher ma tronche et m'afficher moi-même sur Internet. Et aujourd'hui en fait je suis très content qu'on m'ait laissé le faire, je suis très content qu'on m'ait laissé cette liberté. C'est parce que j'ai eu cette liberté-là à cette époque-là, alors que je ressemblais à ça, que j'ai pu bâtir l'expérience et le courage nécessaire pour ensuite me lancer, afficher mon visage sur Internet et créer du contenu, me faire connaître par des milliers de personnes. Comment est-ce que j'aurais pu faire ça plus tard? Plus on attend, plus on a de choses à perdre et plus c'est difficile. Donc évidemment qu'il faut se lancer le plus tôt possible. Est-ce que ça veut dire que ça va être facile? Est-ce que ça veut dire que les clients vont tomber tout crus dans la bouche? Bien sûr que non. C'est difficile de vendre des produits quand on a 16 ans. C'est difficile parce qu'on n'a pas encore la crédibilité et l'expérience d'un adulte. Ma première formation, j'ai lancée quand je venais tout juste d'avoir 18 ans. J'avais une gueule de gamin de 15 ans. J'en ai vendu quelque chose comme 15 ou 20. Et parmi ces 15 ou 20 personnes, il y avait des personnes de 40 ans. J'ai un énorme respect pour ces gens-là qui, malgré la différence d'âge, acceptent de se remettre en question et de se dire peut-être qu'un petit jeune de 16 ans ou 17 ans ou 18 ans a plus de connaissances que moi dans ce domaine précis. Vous êtes jeune, vous allez avoir besoin de personnes qui vous donnent confiance. Et si ces gens-là, c'est pas votre entourage proche, c'est pas vos parents, il faut pas leur en vouloir, c'est normal, c'est pas leur monde. Ces gens-là, il va falloir aller les chercher. Trouver des mentors sur Internet, ça peut être des mentors virtuels, des gens qui vous connaissent pas. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, moi par exemple, ça a été de bosser dans un espace de coworking. Et je travaillais en fait avec des gens qui gagnaient 30 000, 100 000, parfois 200 000 euros par mois. Alors que moi je gagnais même pas encore ma vie sur Internet, et le fait de les voir et de voir finalement que c'était des gens accessibles, des gens avec qui je pouvais discuter au déjeuner et des gens avec qui je pouvais me faire comprendre, ça m'a aidé énormément. Donc dis-toi qu'à 16 ans, t'as encore le temps. T'as le temps d'expérimenter. Moi je te conseille de créer du contenu, de voir si ça marche, d'optimiser, de faire tes armes. Parce que dans quelques années, quand tu auras peut-être 18-20 ans, c'est peut-être à ce moment-là que ça va exploser, c'est peut-être à ce moment-là que ça va marcher. Et tu auras pris une avance énorme. Beaucoup de gens ont attendu 10 ans, 15 ans parfois de salariat, à faire un boulot qui ne les inspirait pas, avant de découvrir leur vocation. C'est une chance immense de découvrir ce que tu veux faire dans la vie très tôt. Il faut de l'audace pour se lancer à 16 ans sur un marché qui est dominé par des personnes de 30 ans. Mais n'essaye pas de brûler les étapes. La crédibilité, ça vient pas du jour au lendemain. Commence à construire ta crédibilité aujourd'hui en créant du bon contenu pour ton audience et en faisant tes preuves. Et ce message s'adresse pas seulement aux gens qui m'écoutent et qui ont moins de 20 ans, il s'adresse en fait à tous les débutants du monde, tous les gens qui se lancent dans une nouvelle activité, dans une nouvelle thématique et qui se sentent encore tout petits face à l'immensité de la tâche à accomplir. Ok, moi j'ai une journée à abattre, il fait un temps pourri aujourd'hui, c'est normal, c'est Paris, on va se balader. Quand on pense qu'il n'y a pas si longtemps cette voie, c'était une autoroute pour voiture. Là je vais à mon ancienne banque pour résilier mon compte. Ça fait 10 ans que j'ai un compte chez eux que je n'utilise pas. Et le seul moyen de le résilier, c'est d'aller à l'agence. Les gens ils disent que ça circule pas à Paris. Achetez un vélo, hein. J'en profite pour te montrer mon vélo. C'est un vélo de la marque Cowboy, c'est une start-up belge qui fait des vélos électriques, ça va super vite, c'est un plaisir. J'aurais presque traversé tout Paris en à peine 20 minutes. C'est ça la liberté, tu vois. On est vendredi soir. Depuis lundi, je passe mes soirées sans écran. Ça veut dire qu'après le dîner, je ferme mon ordinateur, je coupe mon téléphone, je mets tout ça dans un placard et je m'occupe avec ce que je peux. Et c'est fou parce qu'en fait, c'est la première fois que je fais ça depuis extrêmement longtemps. Ça m'est arrivé bien sûr de passer des soirées sans écran, mais le faire de manière intentionnelle sur plusieurs jours en m'interdisant ne serait-ce que de checker mon téléphone, c'est une nouveauté pour moi. Et j'ai découvert pas mal de choses. La première chose que j'ai découverte, c'est que les tentations sont extrêmement nombreuses
est extrêmement difficile. Le cas typique, c'est je suis en train de lire un truc dans un bouquin, j'accroche dessus, je me dis tiens, j'ai envie d'en savoir plus sur ce sujet-là, et j'ai envie de prendre mon téléphone et d'aller voir sur Google. Ou alors un bouquin parle d'une personne, j'ai envie de voir à quoi elle ressemble, j'ai envie de voir sa photo sur Google. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Et là, c'était très frustrant de ne pas le faire. Donc j'ai pris une habitude en fait. C'est à chaque fois que j'avais envie de faire des recherches ou à chaque fois que j'avais envie de prendre des notes ou de faire quelque chose sur mon ordinateur, je le notais sur mon carnet. Et ça, c'était génial parce qu'en fait, ça m'a appris à être patient, à me dire ok, je suis curieux, j'ai envie d'en savoir plus là-dessus, et j'attends demain. Donc ça, c'était très intéressant, beaucoup de tentations. J'y ai résisté, j'ai un peu rogné parfois pendant le dîner notamment, ça m'est arrivé de manger jusqu'à 20h15, 20h30 et de manger devant une série parce que j'ai pris l'habitude, c'est peut-être une mauvaise habitude aussi, mais j'ai pris l'habitude de dîner, de manger en regardant une série. Voilà. Donc c'est le seul moment de la journée où je regarde des séries, c'est en mangeant. Et je sais pas, j'ai vraiment du mal à manger sans rien faire. Si j'ai triché, ça a été juste à ce moment-là, c'est-à-dire avant de couper tous les écrans, ça m'est arrivé de dépasser 20h parce que j'étais en train de manger et j'avais envie de finir de manger devant ma série. Le principal bénéfice que j'ai tiré de cette expérience, c'est que je me suis remis à lire, mais comme jamais. Donc en fait, je me suis surpris à vraiment me plonger dans des bouquins, notamment Humanité, une histoire optimiste dont je t'ai déjà parlé et j'en suis à la moitié, c'est vraiment un bouquin extraordinaire pour les gens qui aiment la science, pour les gens qui aiment apprendre des choses et pour les gens qui aiment changer d'avis aussi. J'avoue que j'ai énormément changé d'avis. Enfin, je me suis fait piéger plusieurs fois par l'auteur, ce qui nous emmène sur une piste. Il nous prouve un point et juste une fois qu'on est convaincu de ce point-là, en fait, il nous prouve l'exact opposé. Donc c'est un vrai exercice pour l'esprit, c'est passionnant et je l'ai vraiment dévoré ce bouquin, je te le recommande extrêmement chaudement. Ce bouquin-là, c'est un lecteur de mes emails qui me l'a conseillé. Alors je suis désolé mais j'ai oublié le prénom de ce lecteur-là, en tout cas je le remercie. C'est un bouquin de Dave Trott qui est un publicitaire britannique et c'est un bouquin en fait qui est rempli d'anecdotes fascinantes et à la fin de chaque anecdote, il en tire ses petites conclusions personnelles. C'est génial, ça se lit, c'est la friandise en fait pour l'esprit, c'est vraiment des petites histoires, ça se lit hyper facilement. Et la raison pour laquelle cet abonné me l'a conseillé, c'est parce qu'il me disait qu'on avait le même style d'écriture, moi et cet auteur. Quand je regarde le texte, en fait, j'ai l'impression que c'est mes emails, c'est que des phrases super courtes, donc très facile à lire, même si c'est en anglais. J'ai relu entièrement The Email Player's Playbook de Ben Settle, qui est une bible de l'email marketing, qui m'a donné plein d'idées pour les emails. D'ailleurs, au passage, si t'es pas inscrit à mes emails privés quotidiens, ou si tu t'es désinscrit de mes emails privés quotidiens, je suis vraiment désolé pour toi, parce qu'en ce moment, j'ai plein d'idées, j'envoie plein de choses assez étonnantes, et c'est dommage de les rater. Voilà. Tu peux encore te réinscrire, il y a un lien en description, c'est le premier lien. Donc moi qui pensais devoir trouver des moyens d'occuper mes soirées, j'ai été surpris en fait de me rendre compte que oui, j'étais toujours capable de lire pendant 2, 3, parfois 4 heures d'affilée, sans me lasser, sans perdre ma concentration. Et en fait, ce que je prenais pour un manque de concentration, une faiblesse cognitive, c'était simplement en fait une tentation. C'était simplement la tentation de me dire « bah tiens, et si j'allais checker mon téléphone ?» ou « ah bah tiens, et si j'allais faire une recherche ?» Mais en fait, j'ai tout à fait la capacité de me concentrer pendant des heures sur un bouquin. Ça, je ne l'ai pas perdu. Le fait de redécouvrir ça, ça m'a donné un boost de confiance et de satisfaction immense. Je me suis dit « mais en fait, je me suis planté, quoi. Je suis tout à fait capable de lire pendant des heures, de me plonger dans des bouquins, même des livres en anglais. Je passe un très bon moment, je m'ennuie pas. Et la seule chose que j'ai à faire, en fait, c'est de résister à la tentation de sortir mon téléphone. Alors, je vais pas dire que cette expérience était parfaite. J'ai eu notamment un problème. C'est un effet de compensation que j'avais pas du tout prévu. Imagine que tu dises « ok, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de bouffer à 15h. À 15h, je mange plus rien jusqu'à demain. » Qu'est-ce qui va se passer? Probablement qu'au repas de midi, tu vas vouloir faire des réserves, tu vas vouloir compenser, tu vas te dire « ok, comme à 15h je peux plus bouffer, là il faut absolument que je mange un maximum ». C'est exactement ce qui s'est passé pour ma diète numérique. Le fait de savoir qu'après le dîner, je toucherai plus à mes écrans, j'avais une sorte de boulimie d'écran juste avant où j'étais là en train de scroller partout, de vouloir choper un maximum d'informations pour me dire je veux surtout rien rater, s'il y a un truc important à voir aujourd'hui, je veux pas le rater. Ça a été un problème. Il faut que je trouve une solution, je pense que ça va se défaire avec le temps parce qu'en fait je me rends bien compte que généralement il n'y a pas grand chose que je rate et je me rends surtout compte avec cette expérience que je passe un très bon moment en fait à lire des bouquins que j'aime bien. J'ai envie de choisir et les bouquins c'est ça, c'est un format long, c'est un format qui demande de la concentration, c'est un format qui nous enrichit énormément et c'est un format dans lequel on se sent bien. Quand tu passes 2 heures à lire un bouquin, ensuite tu te sens bien. Quand tu passes 2 heures à scroller sur un réseau social, c'est pas la même chose. Une dernière chose que je voulais te partager de cette expérience, c'est l'importance d'avoir de quoi noter.
d'avoir un carnet de notes et de l'avoir toujours sous la main. Parce que ce qu'on a appris à faire en fait depuis qu'on a les smartphones, c'est dès qu'on a un débat par exemple avec quelqu'un et qu'on veut savoir qui a raison, on va checker sur Google. Dès qu'on lit un mot et qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, on va checker sur Google. Ce qui arrive très souvent aussi, c'est d'avoir une idée de choses à faire qui nécessite d'être devant un ordinateur. Par exemple, il y a 2 jours, je me suis dit, tiens, les publicités que j'ai lancées sur Facebook et sur YouTube ces derniers jours, elles fonctionnent vraiment bien, il faudrait que j'augmente le budget. Et ce que j'aurais fait en temps normal, c'est que j'aurais fait immédiatement. J'aurais sorti mon ordinateur, je serais allé sur Google Ads, j'aurais augmenté mon budget et finalement, je serais peut-être resté une demi-heure ou 1 heure devant mon ordinateur, alors qu'en fait, il n'y avait aucune nécessité de le faire maintenant. Et donc, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai marqué sur mon carnet « Augmenter budget pub », et que le lendemain matin, simplement, première chose de ma journée, j'augmente mon budget pub, ça me prend 5 minutes, et c'est très bien comme ça. Donc ça nous réapprend à ne pas avoir tout ce qu'on veut immédiatement, ça nous force à être un peu patient, et ça c'est une bonne chose. Donc voilà, c'était le bilan de mon défi, je te recommande d'essayer. Ça a eu un impact pour moi, je vais pas te dire le contraire, j'ai découvert des choses sur moi. Ça a eu un impact qui est vraiment positif parce que ça m'a redonné confiance en ma capacité à me concentrer sur une tâche longue. J'ai redécouvert le plaisir de me plonger pendant plusieurs heures dans un bon livre. J'ai réappris la patience et je me suis rendu compte que j'avais pas forcément besoin d'avoir les informations tout de suite. Ça m'a pas aidé à mieux dormir par contre, mais c'est une expérience que j'ai envie maintenant de transformer en habitude. Je pense que c'est nécessaire de reprendre le contrôle parce que toutes les addictions sont des prisons. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Dis-moi si toi aussi à ton tour t'es prêt à te lancer un défi comme ça. Si t'es pas inscrit à mes emails quotidiens, c'est le premier lien juste en dessous. Moi je te dis à demain dans ta boîte mail et surtout, reste libre.